Bonjour à toutes et à tous. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Cette pépite, on a pu l'entendre en Afrique du Sud dans la bouche de Nelson Mandela. Bienvenue dans Invitation au voyage. Mandela, notre guide du jour, a eu la chance de le croiser. C'est avec l'un des grands noms de la photographie sud-africaine que nous nous rendrons non seulement à Johannesburg, mais aussi dans le Karoo. En Afrique du Sud, il a assisté à la ségrégation comme au premier frisson démocratique. La transition en Afrique du Sud n'a pas été un processus simple et linéaire. Ça s'est fait par couches, et je voulais montrer cet empilement. Si on regarde l'Afrique du Sud dans toute sa complexité, vous avez quelque chose qui se passe là, et autre chose ailleurs. Et on ne peut pas définir exactement dans quelle direction le pays va. Graham Williams, ce sera lui notre inspiration. L'homme n'a pas seulement découvert le feu. En Lorraine, il s'est aussi créé ce genre de merveille avec. Des émaux de toute beauté. Pour l'héritage, nous sommes dans la vallée de Longwy, sorte de plaque tectonique entre le monde de l'acier et celui de la faïence. C'est une rencontre entre l'Italie et les tropiques que nous réserve Papy aujourd'hui. Bonjour. À combien sont tes bananes, s'il te plaît? 3 € le kilo. D'accord, je vais prendre 1 kilo, s'il te plaît. Des gnocchis à la banane et au manioc, en voilà une recette originale. Eh bien, c'est celle que nous testerons à Fort-de-France. Cuisson finie. On va pouvoir manger, on va passer à table. Enfin, au Maroc, dans ces montagnes du Haut-Atlas, une courtisane a marqué les esprits. Vous verrez comment dans l'incontournable. Mais avant, on va revenir au temps de la ruée vers l'or grâce à la devinette. J'aimerais savoir pourquoi dans les Rocheuses, un pionnier a défrayé la chronique et a été recherché activement pendant 9 ans. Aux États-Unis, dans les années 1870, on est en pleine conquête de l'Ouest. Encore faut-il pouvoir traverser les montagnes du Colorado sain et sauf. Et Alfred Packer l'a bien compris. Ce guide organise des voyages pour aider d'autres pionniers à traverser le massif des Rocheuses, mais un de ces voyages ne se passe pas comme prévu. Au point que Packer va être recherché pendant 9 ans. Qu'a-t-il donc fait? La réponse est vraiment gore, je vous préviens. Je vous la donnerai en fin d'émission. Car pour le moment, on rejoint un photographe qui a su capter comme personne les 7 couleurs de la nation arc-en-ciel. On part faire un bout de chemin avec Graham Williams pour l'inspiration. De son pays, l'Afrique du Sud, il a capturé le moindre soubresaut, toutes les métamorphoses. Après plus de 30 ans de photographie, Graham Williams s'est imposé comme un des observateurs incontournables de la nation arc-en-ciel. Rien n'est plus noir ou blanc. Il n'y a plus de bons ou de méchants. Il y a juste des gens qui essayent d'avoir une bonne vie au sein d'une société traumatisée. Né de l'or au milieu des hauts plateaux, Johannesburg concentre tous les paradoxes, toutes les tensions de l'Afrique du Sud, hier comme aujourd'hui. À la fin des années 80, alors que le régime raciste de l'apartheid se fissure, Graham Williams commence sa carrière comme photojournaliste au cœur de la mégalopole. À la fin de l'apartheid, Johannesburg était tellement ségrégué. Le centre-ville était presque exclusivement blanc. Et les Noirs devaient avoir un pass pour y accéder s'ils travaillaient chez des gens. Alors on avait cette population blanche incroyablement privilégiée au milieu, entourée par des millions et des millions de Noirs. La tension n'a fait que grandir au fil des ans, avec un fort sentiment d'insécurité. Les townships ont basculé dans la violence. J'avais 27 ans. Je n'avais jamais été témoin de violence, jamais vu un cadavre. Et lors de mon premier jour, j'avais déjà photographié 3 morts. Et la violence a continué tous les jours, encore et encore. À la fin, ça a duré 5 ans. J'étais concerné parce que c'est mon pays et que je voulais faire partie du processus qui se déroulait devant moi. Mais la vie d'un photographe de presse ne m'intéressait pas.
Avec l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela en 1994, une nouvelle Afrique du Sud voit le jour. Le regard de Graham Williams se fait plus documentaire, plus personnel. Publié en 2000, son livre « The Inner City », le cœur de la ville, revient sur les années incertaines qui ont suivi l'avènement de la démocratie. Les Blancs quittaient la ville, les Noirs l'investissaient et c'était tendu. Avec la série en noir et blanc qui est devenue le livre « Au cœur de la ville », j'essayais de montrer cette tension que tout le monde ressentait, moi y compris. J'observais ce sentiment d'incrédulité qu'avaient les Blancs. On voyait qu'ils étaient comme pris dans une faille spatio-temporelle et n'arrivaient pas à appréhender ce que pouvait être leur rôle dans le pays. Et en fait, leur rôle s'est avéré être qu'ils n'étaient plus la force dominante et qu'ils devaient devenir une minorité au sein d'une société africaine. De leur côté, les Noirs qui arrivaient n'avaient pas encore complètement mesuré personnellement qu'ils avaient pris le contrôle du pays. The Inner City, au cœur de la ville, marque un tournant pour moi. Ça m'a fait réaliser que je pouvais travailler d'une manière très complexe, sur des projets au long cours, avec des idées qui allaient bien au-delà de la surface de l'actualité. Pour essayer de comprendre cette nouvelle société qui prend forme devant son objectif, Graham Williams s'éloigne des centres urbains et s'embarque sur plusieurs années dans des voyages à travers le Karoo. Cette vaste région semi-désertique s'étalant sur plus de 400 000 km² est l'âme et le cœur de l'Afrique du Sud. Avec l'avènement de la démocratie en Afrique du Sud, j'ai dû repenser mon approche photographique. Il me fallait étendre mon regard géographiquement, mais aussi métaphoriquement. Je voulais voir l'Afrique du Sud dans son ensemble. Alors j'ai commencé à explorer toutes les petites villes que l'on trouve dans le Karoo. Et je m'étais imposé une règle, ne pas rester dans la même ville plus d'1 jour. Je partais sur la route pendant 7 ou 8 jours et je visitais entre 8 et 10 villes. Ne souris pas, sérieuse. La plupart sont assez pauvres et leur côté en suspens m'attire. On peut découvrir tant de choses incroyables qui donnent une idée de la profondeur de l'histoire de l'Afrique du Sud. J'ai découvert une vieille piscine municipale qui, sous l'apartheid, était réservée aux Blancs. Et ça montre comment le pays a changé, parce qu'à l'époque, les Noirs n'avaient pas l'opportunité d'apprendre à nager. Et après l'apartheid, ils ne pouvaient pas nager. Et les Blancs, que ça plaise ou non, ne voulaient pas nager avec les Noirs. Dans chacune de ces petites villes, on trouve des grandes piscines comme ça, à l'abandon. Dans ses livres, The Edge of Town, en marge de la ville, et A City Refracted, une ville réfractée, le photographe donne à voir une Afrique du Sud aux visages multiples et colorés. La transition en Afrique du Sud n'a pas été un processus simple et linéaire. Ça s'est fait par couches, et je voulais montrer cet empilement. Si on regarde l'Afrique du Sud dans toute sa complexité, vous avez quelque chose qui se passe là et autre chose ailleurs. Et on ne peut pas définir exactement dans quelle direction le pays va. Aussi, j'ai essayé de mettre dans mes photos au moins 2,
si ce n'est 3 ou 4 points d'intérêt. Un autre aspect que je voulais mettre en avant était l'immédiateté de l'interaction. Ça passait par des petits bouts des gens, un bras ici, un bout de tête, une ombre. Je trouvais que ça donnait une vraie dynamique aux images quand j'arrivais à le faire. La couleur dans les photos attire votre œil de différentes manières et on peut l'utiliser comme un outil pour exprimer une situation plus complexe. Au fil du temps, les images de Graham Williams se font plus contemplatives, interrogeant l'impact de la mémoire et du changement sur les paysages. Je suis très attiré par l'étrangeté de la société et le fait que les gens ne se rendent pas toujours bien compte de l'impact sur les visiteurs des choses qu'ils construisent. J'aime ce côté bizarre et légèrement décalé. Dans la province du Cap occidental, le massif du Cederberg est un joyau sauvage. Un théâtre des origines, fait de roches de grès, vieilles de plusieurs centaines de millions d'années. Depuis l'enfance, ce dédale minéral est un refuge pour le photographe. Quand j'étais petit, j'étais tellement subjugué par ces formations rocheuses. C'était un immense terrain de jeu. Je voyais dans ces structures des formes de gargouilles partout. Alors que la lumière changeait, les rochers racontaient des histoires différentes. Des animaux sauvages ou des dragons apparaissaient en fonction de la direction de la lumière. Récemment, j'ai décidé de revenir dans cette région pour m'immerger de nouveau dans ces formations rocheuses et retrouver mes sensations d'enfant. J'ai choisi le format panoramique pour ce travail parce que je voulais m'écarter de l'idée de paysage pittoresque. Chacun peut regarder l'image de gauche à droite en s'arrêtant sur des détails différents. C'est comme une histoire, et ça donne presque un sentiment cinématographique. Les fissures et les cassures ont été usées. C'est une longue histoire d'épreuves, mais c'est vraiment très beau. Et pour moi, ça reflète les sentiments complexes que j'éprouve à l'égard de l'Afrique du Sud. Cette série sur le Cederberg est un moyen pour moi de faire une pause avec ce changement permanent et cette transformation constante dans laquelle est prise l'Afrique du Sud. Je pense que c'est très important pour un photographe d'avoir ces espaces où il est possible de s'extraire du tumulte social et de tous les processus à l'œuvre. Ça devient comme une vraie méditation, de pouvoir regarder, ressentir et d'être seul pendant des jours. Il faut une vie de photographie pour cerner l'identité d'un pays. Et dans ce voyage, chaque image compte. Avec un regard si singulier, Graham Williams a réussi à dévoiler les facettes les plus intimes de l'Afrique du Sud et au-delà, le sentier sur lequel le pays chemine depuis si longtemps.
Les animaux, c'est aussi un thème cher à Graham Williams. Des chiens sur la plage ou des chevaux. Thomas Chauvineau, lui, s'est intéressé aux manchots du Cap. C'est le clin d'œil. C'est une question du jeu des 1000 €. Ding, 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 ding. Linda Laurin de Paris vous demande quelle est la différence entre un pingouin et un manchot. Voici la réponse. Le pingouin vit dans l'hémisphère nord et il est capable de voler. Contrairement au manchot, qui a des ailes trop petites pour espérer tutoyer les cieux, on le trouve, lui, dans le sud de la planète. Des manchots, il en existe de nombreuses espèces. Le manchot empereur, si vous avez vu La Marche de l'empereur, vous savez comment il doit lutter pour protéger ses œufs du froid polaire. Le manchot Adélie, le manchot Magellan. Mais l'un des tout premiers que les Européens découvrent, c'est celui-ci, le manchot du Cap, qu'on trouve au Cap, comme son nom l'indique, en face, sur l'île de Robben Island, qui a longtemps servi de prison à Mandela, mais aussi sur une large partie de la côte sud de l'Afrique du Sud. Et quand les Européens tombent pour la première fois sur ce volatile, ils se disent « Tiens, c'est marrant, il ressemble beaucoup à celui-là ». Lui, on l'appelle le grand pingouin. Ils décident donc d'abord de donner à ce manchot du Cap le nom de pingouin. Oh la boulette, c'est l'erreur originelle qui fait qu'aujourd'hui encore on confond les pingouins et les manchots. Il faut attendre le grand ordonnateur des espèces, Georges-Louis Leclerc de Buffon, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Avec lui, cet oiseau et ses ailes atrophiées prend le nom de manchot. La confusion ne cesse pas pour autant, puisque les Anglais comme les Allemands continuent de l'appeler penguin. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve ? Remarquez, bientôt il ne sera plus nécessaire de faire la différence. Le grand pingouin a complètement disparu au 19e siècle, chassé par les hommes. Le manchot du Cap est en train de le suivre. À cause du changement climatique, les poissons dont les manchots du Cap se nourrissent s'éloignent des côtes. Les parents manchots doivent alors nager de plus en plus loin pour rapporter de la nourriture aux poussins qui meurent littéralement de faim en attendant le retour de Paps et Mams. Ils étaient près de 2 millions à la fin du 19e siècle. On n'en compte plus aujourd'hui que quelques dizaines de milliers. On se rapproche de plus en plus des noces de faïence, hein, vous et moi. 9 ans de fidélité, c'est ça les noces de faïence. D'ailleurs, j'ai prévu un cadeau pour vous qui vient de Lorraine, de Longwy. Je vous laisse l'ouvrir pour l'héritage. C'est le cadeau qui va parfaitement pour des noces de diamants, des noces d'or, des mariages, des naissances, pour des belles choses qui se passent dans la vie. Chez nous, dans le bassin de Longwy, en Lorraine, dans la région, les émaux, c'est quand même un cadeau de choix. Un cadeau qui reste et qui ne vieillit pas dans le temps. Voilà plus de 100 ans que les céramiques de Longwy accompagnent la vie de ses habitants. On les appelle émaux, du nom des taches de couleur brillante qui les recouvrent, posées une à une, à la main. Leur histoire est intrinsèquement liée à cette terre longovicienne et à l'autre industrie qu'elle a fait naître, la sidérurgie. Des générations d'hommes et de femmes sont venus dans cette vallée de Longwy travailler la terre et le feu, traverser ensemble les âges d'or et les coups durs. Des vies entières façonnées par la faïence et l'acier. Avec sa terre ferrugineuse, ses rivières et ses bois pour alimenter les fours, la vallée de Longwy rassemble tous les éléments nécessaires à la fabrication de céramique. Depuis le Moyen-Âge, des ateliers familiaux façonnent à la main la vaisselle du quotidien. Peu à peu, cette production se raffine par l'ajout d'argile blanc à la terre rouge de Longwy. Mais dans cette région frontalière, ce sont les guerres menées par Napoléon au tournant du 19e siècle qui bouleversent le destin des céramiques. L'avancée de nos armées est très rapide et les troupes françaises sont devant Luxembourg, Luxembourgville à cette époque-là. Et à Luxembourgville, il y a une très grosse faïencerie.
c'est la faïencerie de Septfontaines, dirigée par les frères Bock. Et bien sûr, les faïenciers ne sont pas des militaires. Devant les faits de guerre, eh bien, ils vont fuir. Et ils vont venir se réfugier à Longwy. Avec leur personnel, ce sont des personnes qui vont concourir à la fondation de l'industrie de Longwy, qui, dès le départ, est une production de très haut niveau technique. Longwy, comme toute l'Europe, vit sa première révolution industrielle, l'âge des inventions et des nouvelles machines. En 1847, alors que la Lorraine commence à exploiter le fer de son sous-sol, un homme visionnaire propulse la manufacture de céramique et toute la région dans la modernité. Il est ingénieur de l'école centrale des arts et métiers. C'est l'époux de l'héritière Bock, son nom, Henri-Joseph Duhart. C'est un personnage qui est un technicien dans l'âme, qui va perfectionner tous les systèmes de production à Longwy et qui va introduire la machine. Duhart va très nettement orienter la production vers une mixité avec la sidérurgie. Il va construire un premier haut-fourneau et ce haut-fourneau, il va le moderniser, si l'on peut dire, au point d'avoir l'intelligence de récupérer les gaz perdus de ce haut-fourneau, de réinjecter ces gaz de haut-fourneau dans ces fours à faïence et de cuire ces assiettes par ce gaz perdu. La manufacture de Longwy produit en série une céramique de qualité, en recherche permanente de nouveaux designs et de nouvelles techniques. Vers 1870, elle commence à utiliser l'invention récente d'un Lorrain nommé Colino, l'adaptation d'un procédé chinois aux matériaux locaux, la technique des émaux cernés. On commence sur une base de faïence, sur un biscuit de faïence, par délimiter le décor, par tracer le décor au trait noir, avec ce cerné noir. Et ensuite, on va coloriser la pièce avec notre émail qui va donner toutes les couleurs et toutes les subtilités du décor. Cet émail, il est très brillant parce qu'il est composé à 90% de cristal en poudre auquel on adjoint en fait un oxyde métallique qui va donner la couleur. Les émaux de Longwy sont nés. On les reconnaît à leur couleur vive et à leur craquellement qui s'opère en musique à la sortie du four. À la fin du 19e siècle, les céramiques sont en vogue dans les salons des nouvelles classes bourgeoises, tout comme les esthétiques orientales et asiatiques. Pour contrer la concurrence des importations de faïence chinoises, japonaises et turques, les Duhart font créer des décors qui s'en inspirent largement. Alors ici, on est un peu dans la caverne d'Ali Baba. On est parmi nos archives iconographiques, picturales. La période asiatisante a été très importante pour nous. Les maquettes étaient souvent réalisées à la main. Elles étaient soit gouachées, comme c'est le cas ici, ou aquarellées. Et on retrouve les grands gimmicks en fait, des décors de Longwy. Pour les grandes assiettes, on a développé plein de motifs japonisants, des scènes comme celle-ci. Là, c'est le mont Fuji, les fleurs de cerisier. On a les fameuses grues là. Et je crois même que j'ai un dragon qui se cache là. Des motifs comme ça, j'en ai de très nombreux. Les émaux de Longwy sont en pleine expansion commerciale. La manufacture exporte dans le monde entier. Après la Première Guerre mondiale, elle s'embarque dans les folles années 20. Elle collabore avec les artistes en vogue, les grands magasins parisiens Le Bon Marché et Le Printemps, embrasse les lignes et les couleurs du mouvement Art déco, participe aux salons et aux expositions coloniales, comme celle de 1931.
Pour nous, ça a été le moment où a été consacrée et primée une pièce iconique pour la maison, qui est la fameuse boule coloniale ou boule art déco, qui est ce vase rond, donc sphérique, qui est finalement la pureté de la forme, qui peint tout de suite, qui fait 36 cm de diamètre et qui, avec un décor de jungle de Maurice-Paul Chevalier, va gagner le premier prix et qui, aujourd'hui, continue à être une de nos pièces iconiques. À Longwy, faïence et sidérurgie sont à leur apogée. La région a du travail pour tous ceux qui arrivent d'Europe ou du Maghreb. À l'époque, entre 300 et 400 personnes façonnent et décorent les émaux, essentiellement des femmes. Alors, ma grand-mère paternelle est arrivée d'Italie, elle avait 14 ans, donc dans les années 25-30, elle a commencé à travailler aux faïenceries. Et aussi mon oncle du côté maternel, monsieur Louis Valenti. Il y a aussi mes deux tantes, ma maman. À une certaine période, les hommes allaient à l'usine, les femmes allaient aux émaux de Longwy. La fin des 30 Glorieuses sonne le glas de la prospérité. En 1978, l'État annonce la suppression de 6500 emplois sidérurgiques, rien qu'à Longwy. Toute la vallée débraye. Les manifestations se multiplient. Un an avant, la famille Duhard a liquidé la manufacture de céramique. Les émaux ne sont plus du goût de l'époque, la vaisselle en opale a envahi les foyers. Les faïencières, qui ont pu continuer avec le repreneur, doivent lutter pour leur salaire et leurs conditions de travail. Dans cette ère de crise, Longwy veut se faire entendre. En 1979, le secrétaire local de la CGT, Michel Olmy, participe à la création d'une radio pirate, une radio libre ouverte à tous. Ce sera Lorraine Cœur d'Acier. Il fallait bien une antenne pour diffuser le plus loin possible les émissions de la radio Lorraine Cœur d'Acier. Donc avec l'accord du curé, on a mis l'antenne tout en haut là-bas. Moi, je n'ai pas vu, mais je pense que ceux qui ont monté ça, ils ont dû en baver. La radio reçoit la visite et le soutien des stars de l'époque comme Johnny Hallyday. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Bon, oui. Surtout, elle donne la parole et une dignité à ceux qui voient leur monde se désintégrer. Tous les habitants du bassin de Longwy, on était tous branchés sur Lorraine Cœur d'Acier. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Et dès qu'il y avait une action, ça passait par la radio et tout le monde se regroupait. Il y avait un appel, admettons, camarades, venez nous rejoindre à Mont-Saint-Martin devant les grands bureaux, mais il y avait une marée humaine qui arrivait et on défendait notre beefsteak, quoi. Et ça, c'est un truc... À l'époque, Catherine est adolescente. Son père est syndicaliste dans la sidérurgie, sa mère à la faïencerie. Moi, j'ai eu ça à l'amicale. Les faïenceries vivront. Oui. La lutte continue aux faïenceries. Je me rappelle du temps où elles occupaient l'usine. Ah oui, voilà. Ça, c'est des souvenirs qui me restent de ma maman qui était partie toute la nuit occuper les locaux pour pouvoir mener le combat. Bon. Ouais, il y a mon père là. Ah alors, j'ai pas mes lunettes, mais si tu me le dis. Certains émaux de l'époque témoignent de la solidarité de la vallée. Affichant les slogans des manifestants, ils sont créés spécialement par les faïencières. Leur vente permet de soutenir les sidérurgistes. Voilà, alors ça, je vais te dire, ça a été commandé par le comité d'établissement d'Usinor, voilà. Dont Édouard, ton père, était le secrétaire. Le secrétaire. Les deux là, c'est passé dans les mains de ma maman. Voilà. Les commandes de mon papa et le travail de ma maman. Voilà. Les feux de la sidérurgie et des luttes sont désormais éteints. Leur disparition a bouleversé la ville
et tout le bassin de Longwy. La faïence, elle, s'est fragilisée. Les ouvrières sont désormais 40 dans la manufacture. En 2015, elles ont échappé à une énième liquidation. Catherine et son équipe ont lutté pour rester debout. Quand, en 2015, j'ai voulu me positionner pour la reprendre, j'ai interrogé les salariés pour bâtir un projet parce que finalement, ce que j'ai très vite compris, c'est que le capital le plus important qui restait là, c'était le savoir-faire. Et c'était important de les associer à la destinée de la maison. Comme à la grande époque, les émaux de Longwy collaborent avec des artistes contemporains, du street art le plus pointu aux grandes maisons de luxe. Alors là, justement, on a une nouvelle pièce, un prototype d'une nouvelle collaboration avec la maison Christian Dior qu'on a développée sur une forme modernisée un peu de la boule coloniale, un peu plus petite et un peu plus nerveuse, et avec un de leurs motifs iconiques qui est Constellation, qui reprend les signes du zodiaque. Il a fallu recréer finalement de la désirabilité pour que, on va dire, des générations plus jeunes redécouvrent nos émaux de Longwy. L'attachement et la ténacité des habitants de la vallée ont préservé les émaux. Aujourd'hui, ils continuent de faire résonner le nom de Longwy dans les maisons de Lorraine et du monde entier. Comment faire manger des légumes aux enfants? C'est le dilemme de tous les parents. Eh bien, Laetitia, qu'on va rejoindre tout de suite à Fort-de-France, a une idée de recette qui devrait leur plaire, des gnocchis à la banane. Car oui, la banane plantain est considérée comme un légume en Martinique. C'est papille. Je m'appelle Laetitia et aujourd'hui on va aller au marché de l'Asile à Fort-de-France et on va réaliser une recette de gnocchi de banane jaune. Donc c'est un petit marché en semaine et le samedi c'est beaucoup plus achalandé mais c'est impeccable pour ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Bonjour! À combien sont tes bananes s'il te plaît? 3 € le kilo. D'accord, je vais prendre 1 kilo s'il te plaît. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour. Je vais prendre des tomates, s'il te plaît. Je t'ai pas demandé à combien elles étaient. Pas grave, le prix c'est pas grave. Tu dis le prix c'est pas grave, s'il faut que je vende un rein. Bon, pour de vrai, c'est à combien le kilo? 5 €, pas cher. Ouais, tu vois, tu me dis ça après. Allez, on est bon. Donc on a nos tomates, nos bananes jaunes et notre farine de manioc. Donc direction la cuisine. On va commencer la cuisson des bananes. Donc dans un grand volume d'eau salée, on va mettre un petit bouillon. On va faire une sauce à la tomate qui va agrémenter nos gnocchis. Je vais commencer par l'oignon pays. L'oignon pays, c'est un aromate qu'on va retrouver, qu'on retrouve dans notre cuisine. C'est l'équivalent de la cive. Et une fois que l'huile est chaude, on va verser notre oignon. On va bien laisser colorer. Ensuite, on va mettre nos tomates. Notre sauce est prête. Ça donne super faim, ça donne super faim. Donc là, je vérifie la cuisson de nos bananes. Donc j'ai planté le couteau. Donc là, ça y est, elles sont bonnes. Donc on va les retirer du feu. Alors la banane, en fait, pour la petite histoire, c'est vraiment mon légume préféré. Donc quand j'invite du monde, généralement, qu'il m'arrive de faire des gratins de bananes jaunes, je fais un gratin pour moi et puis un gratin pour les invités. Je déteste partager dans mon plat. Étape suivante, pendant qu'elles sont encore chaudes, je vais les écraser à la fourchette. Ensuite, on va rajouter un jaune d'œuf et de la farine dedans. Et puis de la muscade pour pouvoir relever tout ça. Allez, on met la main dans le cambouis.
Donc là, on a laissé la pâte se reposer pendant une trentaine de minutes. Donc on va la sortir pour pouvoir commencer à la travailler. Et on va faire des boudins. Donc je vais prendre mon couteau et je vais faire des petits tronçons comme ceci. Ensuite, on va délicatement faire rouler pour avoir les stries. Pour la cuisson des gnocchis, une casserole d'eau. Il faut que ça soit frémissant. Ils seront cuits une fois qu'ils vont remonter à la surface. C'est aussi simple que ça. Et nos gnocchis, on va les récupérer, les égoutter et les mettre directement sur la farine de manioc. Alors, dernière étape, on va faire snacker nos gnocchis, donc à la poêle avec un peu d'huile et de beurre. Cuisson finie. On va pouvoir manger, on va passer à table. La maison, bonjour, tu as pris des odeurs, tu es venue? Ah ben merci, c'est ça. Tu as raison. En tout cas, au niveau de la présentation, c'est très beau. Ah, merci. Allez, on a déjà 50% des points. Une petite rainette. C'est mignon, une rainette toute verte. Mririda, c'est le nom qu'on donne à cette grenouille au Maroc. C'est aussi comme ça que s'appelle l'héroïne amazigh de notre incontournable du jour, qui est bien moins vulnérable que ce surnom, vous allez voir. Au cœur de l'Atlas marocain, dans ces vallées reculées et fertiles, au pied de montagnes arides, la vallée de la Tassaout a donné naissance à une poétesse dont les vers nous sont parvenus grâce à un coup du destin. Mohamed Lal est un chanteur passionné par la poésie berbère des vallées du Haut-Atlas. Il nous raconte l'histoire de Mririda. Alors, on se trouve ici à 12 km de Megdaz, un village qui s'appelle Aït-Allah. C'est toujours la vallée de Mririda, la vallée de Tassaout. C'est une région qu'on appelle aussi la région perdue, parce qu'avant, ce n'est pas accessible et on ne peut pas arriver à la région de Mririda. Et ça veut dire qu'il y a un contact direct avec la nature. Au début du XXe siècle, dans le village de Megdaz, naît Mririda dans une famille modeste. Elle grandit dans cette nature brutale et imposante, où son peuple, les Amazirs ou Berbères, vit harassé par le froid glacial de l'hiver et une chaleur extrême l'été. Et c'est par le chant qu'on se transmet de génération en génération cette existence de labeur. À l'époque de Mririda, il y a la culture des champs et c'est la femme qui fait tout ce travail. C'est pour cela qu'on dit que toutes les femmes berbères sont des poètes, parce que c'est pour soulager un peu ce grand travail qu'ils fassent, ils sont toujours chanteuses. Mais c'est une culture et c'est une poésie orale, elle n'est jamais écrite. Bercée par les chants traditionnels de cette région, la jeune Mririda commence à raconter à travers des poèmes son quotidien et celui des femmes qui l'entourent. Il y en a toujours un au-dessus, il y en a toujours un en dessous. Et c'est toujours ainsi en ce bas monde. En haut, la fortune, en bas le déshérité, en bas le faible, en haut la force, la force. En plein protectorat français, la jeune femme chante son monde fait de tabous, de privations et de sacrifices. Le mortier est fait pour recevoir le pilon, comme l'enclume est faite pour les coups de marteau. La meule dormante subit la meule tournante, et la femme qui est toujours sans défense. La femme qui est toujours dessous. Lorsqu'on pénètre dans un poème de Mririda, il part dans les petits détails que les autres poètes ne peuvent pas décrire. سماني مريريدا عشق اللي غحرة بديخ عرتي ذو غورتا وسي خسفو وسي حنانتي قراي فسوس يقرايك صود نار الترقين تغفوسي.
Ces poèmes sont pleins de douleurs des femmes qui font beaucoup de travail, qui partent à les champs, qui travaillent à la maison. Et après, il y a son mari qui est venu comme ça, sans amour. Des choses qu'on ne peut pas raconter dans le parler normal. Promise en mariage à un homme par sa famille, la jeune femme quitte la bourgade de Megdaz pour s'installer à plusieurs kilomètres de son village natal, dans le village d'Azilal. Elle est partie à Azilal et à Azilal, on savait qu'il y a un camp des Français. La prostitution est rentrée dans les campagnes, surtout les montagnes, à travers les Français. Au moment du protectorat, dès qu'on trouve un camp français, il faut que l'Amrar, le grand de la tribu, cherche des belles filles malgré leurs parents, malgré leur famille. Donc ils ont poussé beaucoup de filles à prendre ce chemin de prostituer. Et ce sont des choses que les villageois et les parents n'ont pas acceptées. C'est une phase dans sa vie dont on évite parler. Et d'après ses poèmes, elle dit qu'il mène une vie du prostitué à Azilal. Il ne cache pas ça parce qu'il le dit dans ses poèmes. Ces prostituées, comme Rérida, subissent l'opprobre des villageois. Mais elle n'est plus sous tutelle masculine comme les autres femmes. Et elle gagne son indépendance financière. À Megdaz, il y a les femmes qui n'ont jamais vu un sou. Toute la vie est partie dans le travail sans voir même un sou. Mais elle commence à avoir de l'argent. La poétesse vit dans une profonde solitude jusqu'à sa rencontre en 1927 avec un Français venu à Tassaout en mission dite de pacification. René Euloge, c'est un instituteur et c'est un ethnologue qui est venu pour la première fois dans ces régions. C'est quelqu'un qui est fasciné par la région, fasciné par la langue, fasciné par les traditions. Elle est fascinée par d'abord la beauté de Mrírida et puis par sa poésie. Le Français et la prostituée nouent une relation et vont vivre ensemble quelques années à Azilal. René Euloge apprend la langue amazigh pour mieux explorer cette culture berbère. Lorsqu'elle a été avec René Euloge, il a trouvé un peu la paix qu'il cherchait, qu'il n'a pas trouvé avec son premier mari, qu'il n'a pas trouvé avec les gens qu'il côtoyait avant. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, René Euloge repart pour la métropole. Il fait connaître en France les 120 poèmes de Mrírida et les publie dans un ouvrage intitulé « Les chants de la Tassaout ». Il a commencé la traduction en France et il a fait son livre « Les chants de Tassaout ». Il est venu tout content pour montrer le livre à Mrírida, mais il ne l'a pas trouvé. La fin de Mrírida reste inconnue. Plus personne n'entendit parler d'elle. Seuls ses poèmes ont survécu. C'est une femme de caractère, c'est une femme qui défend sa liberté. Et ce n'est pas facile dans un milieu traditionnel. La voix de Mrírida témoigne d'une condition féminine à une époque où seule la parole des hommes comptait. Ces chants ont permis de faire perdurer cette poésie berbère. Autre montagne, autre histoire, c'est le moment de découvrir la réponse à la devinette. En début d'émission, je vous demandais ce qu'avait bien pu faire un guide des Rocheuses pour être activement recherché pendant 9 ans en pleine conquête de l'Ouest. Eh bien, bon appétit à tous, il avait mangé ses clients. Son nom, Packer, Alfred Packer. Cet ancien soldat avait eu l'idée de devenir guide pour apprentis chercheurs d'or dans l'Ouest américain. Mais l'une de ses aventures ne va pas se passer comme prévu. Alors qu'il accompagne 5 pionniers, le groupe se perd. Pour survivre, Packer va décider de manger ses compagnons d'infortune. 9 ans de cavale démarrent pour lui jusqu'à ce que son rire, paraît-il si caractéristique, le fasse repérer dans un saloon. Packer fera 15 ans de prison seulement et finira ses jours tranquillement près des lieux du cannibalisme qui l'ont rendu célèbre. Pespalt.